Bonjour à tous. La seconde vidéo de ma série sur la relativité générale se terminait de manière un peu déroutante avec des images qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les commentaires. Il s'agissait d'un avant-goût de la géométrie un peu spéciale de l'espace-temps. C'est quoi l'espace-temps? L'espace-temps est la réunion des 3 dimensions de notre espace et de la dimension temps. Cela fait en tout 4 dimensions. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'hypersphère pour avoir une idée de ce qu'est un espace en 4 dimensions. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu compliqué à représenter. Pour simplifier, on va donc se ramener à 3 dimensions. 2 dimensions d'espace seulement et la dimension temps. En se limitant à 2 dimensions d'espace, on ne peut étudier que des choses qui évoluent sur un plan. Mais cela nous suffit pour décrire, par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil. L'axe de la dimension temps représente les instants successifs du temps qui s'écoule. À chaque instant, la Terre se trouve à une position particulière. Dans l'espace-temps, on peut représenter cette succession de positions en empilant les plans le long de l'axe temps. La trajectoire circulaire de la Terre devient une hélice qu'on appelle sa ligne d'univers. Une ligne d'univers est en quelque sorte la pellicule du film de la vie de l'objet. Comme l'espace, l'espace-temps contient des points. Mais les points de l'espace-temps sont un peu particuliers, puisqu'il y a une information sur la position de l'objet dans l'espace, combinée avec une information sur le temps auquel l'objet se trouve à cette position. On parle alors d'événement, puisqu'un événement est bien la combinaison d'un lieu et d'une date. Les Jeux Olympiques de Rio sont un événement. Ils se passent au Brésil en 2016. Chaque plan horizontal correspond à un instant bien précis. C'est une photographie instantanée de la position des objets dans l'espace. On appelle ce plan un plan de simultanéité, puisque tous les événements de ce plan se passent au même moment, ils sont simultanés. Dans cette représentation, nous avons considéré que le Soleil était immobile. Sa ligne d'univers est un cylindre vertical qui suit l'axe temps. Si on choisit un référentiel dans lequel le Soleil n'est pas immobile, la ligne d'univers du Soleil prend une forme différente. Celle de la Terre reste une spirale qui s'enroule autour de la ligne d'univers du Soleil. La forme des lignes d'univers dépend donc du référentiel choisi pour repérer les événements de l'espace-temps. Dans le chapitre précédent, nous avons été confrontés à ce problème. Quel bon référentiel choisir? Nous avons vu que le choix le plus simple était celui d'un référentiel inertiel dans lequel les objets qui ne subissent aucune force se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Si on considère que le Soleil ne subit aucune force, ou en tout cas que les forces subies sont négligeables, sa ligne d'univers est une ligne droite dans l'espace-temps d'un référentiel inertiel. Attention, il faut bien faire la différence entre une trajectoire et une ligne d'univers. Lorsqu'on a étudié les référentiels inertiels, nous avons vu qu'une pomme pouvait tomber en ligne droite. Pas à vitesse constante, mais en ligne droite. Étudions cette trajectoire dans l'espace-temps en prenant un axe-temps horizontal. Les plans de simultanéité sont verticaux maintenant. Comme la vitesse de la pomme augmente, le changement de position est de plus en plus important entre 2 plans de simultanéité successifs. La trajectoire de la pomme est une ligne droite, mais la ligne d'univers est une courbe, une parabole. On a vu que la trajectoire verticale accélérée de la pomme était un cas particulier d'une loi plus générale. La pomme tombe selon une trajectoire parabolique dont la longueur dépend de la vitesse initiale. La ligne d'univers, elle, reste toujours une parabole qui se termine sur le même plan de simultanéité. La vitesse initiale de la pomme influe sur l'orientation et donc la longueur de cette parabole d'espace-temps. Si on se place maintenant dans un référentiel inertiel, la pomme n'est soumise à aucune force. Elle parcourt la même distance à chaque intervalle de temps. Sa trajectoire est une ligne droite parcourue à vitesse constante et sa ligne d'univers est maintenant une ligne droite. La trajectoire et la ligne d'univers sont 2 manières différentes de représenter un mouvement. La trajectoire est tracée dans l'espace seulement, alors que la ligne d'univers est tracée dans l'espace-temps. Géométriquement, la trajectoire est la projection de la ligne d'univers dans l'espace. La trajectoire est en quelque sorte l'ombre de la ligne d'univers. Replaçons l'axe des temps verticalement. Dans l'espace-temps d'un référentiel inertiel, la ligne d'univers des objets qui ne sont soumis à aucune force est une ligne droite. Les objets immobiles ont ainsi des lignes d'univers parallèles à l'axe temps. L'angle que fait la ligne d'univers avec l'axe des temps représente la vitesse.
Plus l'angle est grand, plus la vitesse des objets est importante dans le référentiel. La vitesse de la lumière est la vitesse maximale que peut atteindre un objet. Cela veut dire que l'angle des lignes d'univers ne peut pas dépasser une certaine valeur. Classiquement, on choisit les échelles pour que la vitesse de la lumière corresponde à la diagonale, c'est-à-dire un angle de 45 degrés. Les lignes d'univers des objets doivent rester dans ce cône de lumière. Aujourd'hui, nous allons étudier l'espace-temps de Newton, l'espace-temps tel qu'on se le représentait avant Einstein. Dans cet espace-temps, la vitesse de la lumière n'est pas une limite et, selon Newton, rien n'empêche une ligne d'univers de sortir du cône de lumière jusqu'à devenir presque une ligne horizontale. Le presque est important, car une ligne horizontale n'est pas une ligne d'univers. Cela correspondrait à une vitesse infinie. Les lignes d'univers ne peuvent pas non plus s'incliner vers le bas. Cela correspondrait à remonter dans le passé. Au chapitre précédent, on a vu qu'un référentiel se déplaçant en ligne droite à vitesse constante dans un référentiel inertiel était lui aussi un référentiel inertiel. Tous les objets immobiles dans cet autre référentiel inertiel ont des lignes d'univers parallèles. Nous savons qu'il n'existe aucun référentiel inertiel privilégié et qu'on peut tout aussi bien se placer du point de vue du référentiel inertiel rouge. Dans ce référentiel, ce sont les objets bleus qui ont une ligne d'univers inclinée. Les objets rouges sont immobiles et leurs lignes d'univers sont verticales, parallèles à l'axe temps. Passer d'un référentiel à l'autre revient à changer l'inclinaison des lignes d'univers. Géométriquement, c'est une rotation. Dans l'espace tout court, on sait bien ce que c'est une rotation. Lorsque vous tournez sur vous-même, les choses tournent autour de vous dans le sens contraire. Géométriquement, vous êtes au centre du référentiel et disons que votre regard est compris entre les deux axes du référentiel. En tournant sur vous-même, vous faites tourner les axes et votre regard défile sur le paysage autour de vous. Mais pour vous, c'est le paysage qui défile dans l'autre sens, donc on peut représenter cette rotation de votre point de vue en gardant le référentiel fixe et en faisant tourner l'espace autour du centre. Tous les points de l'espace décrivent un cercle centré sur l'origine du référentiel. Revenons à l'espace-temps. Nous venons de voir que le changement de référentiel inertiel correspondait à une rotation. Nous avons cette fois des limites sur les rotations possibles, puisque l'inclinaison ne peut pas aller au-delà du plan horizontal. Mais géométriquement, ça ressemble beaucoup à une rotation. Comment se comportent les événements lors d'un changement de référentiel inertiel, c'est-à-dire lors de cette espèce de rotation dans l'espace-temps? Est-ce qu'ils tournent en cercle comme pour l'espace? Considérons l'expérience suivante. Un train traverse une gare. À midi pile, le passager passe au niveau d'un observateur sur le quai. 1 minute plus tard, l'observateur du quai n'a pas bougé, mais en revanche le passager est beaucoup plus loin. Comme nous sommes dans l'espace-temps simple de Newton, le temps est absolu et on sait que les montres des deux scientifiques indiquent la même heure, midi et 1 minute. Dans notre représentation géométrique de l'espace-temps, à midi, les deux personnes sont au même endroit et à la même heure. Il s'agit d'un unique événement. C'est l'origine de notre référentiel inertiel. On se place d'abord dans le référentiel de l'observateur bleu. Ce dernier est immobile, sa ligne d'univers est confondue avec l'axe temps, la ligne d'univers du passager rouge est une droite avec une certaine inclinaison qui dépend de la vitesse du train. Pour savoir ce qui se passe à midi et 1 minute, on visualise le plan de simultanéité, l'intersection avec les deux lignes d'univers nous donne les deux événements bleus et rouges. Ça, c'est la représentation dans le référentiel bleu. Pour le passager du train, c'est le quai qui se déplace. La représentation dans l'espace-temps du référentiel inertiel rouge est quasiment la même que la précédente, il suffit d'inverser les rôles des deux bonhommes. Quand on compare les deux représentations, on voit bien que les deux axes s'inclinent. En passant du point de vue bleu au point de vue rouge, les lignes d'univers subissent une rotation. Mais les événements, eux, restent dans le plan de simultanéité. Contrairement à la rotation spatiale, les événements ne tournent pas lors de cette rotation spatio-temporelle, mais ils se déplacent en ligne droite horizontale. Ils ne subissent pas une rotation, mais une translation. Cette translation est troublante. Est-ce que cela veut dire que la distance avec le centre change? Mais pour parler de distance, il faut d'abord expliquer comment on mesure cette distance entre deux événements. La réponse semble a priori simple, il suffit de mesurer avec un mètre, comme d'habitude. Eh bien non, ça serait absurde. Physiquement, l'axe des temps se mesure en secondes, pas en mètres. Certes, on a choisi ici de représenter le temps au moyen d'une longueur, mais ce n'est qu'une représentation, pas de la physique.
on peut parfaitement changer la longueur utilisée pour représenter une minute de temps. Géométriquement, cela revient à étirer ou aplatir les longueurs selon l'axe vertical, mais il n'y a aucun phénomène physique derrière cette transformation, juste un choix de représentation. Notre question revient à se demander quelle est la distance entre les Jeux Olympiques de Rio au Brésil en 2016 et la conquête de la Lune en 1969. Ce n'est pas en décidant qu'un an est représenté par 1 ou par 1000 km qu'on apporte une réponse satisfaisante d'un point de vue physique. Dans l'espace seul, la distance entre deux points est la longueur du trait qui les relie directement en ligne droite. Essayons d'utiliser la même définition dans l'espace-temps. On trace la ligne droite entre deux événements. Quelle est la signification physique de ce trait? Nous savons que la ligne droite est la ligne d'univers des objets qui se déplacent en ligne droite et à vitesse constante. Donc, physiquement, le segment entre deux événements correspond au voyage d'un observateur qui va de l'un à l'autre à vitesse constante. Et pour cet observateur particulier, quelle est la distance entre les deux événements? Eh bien pour lui, les deux événements se passent au même endroit, mais à deux instants différents. Pour le passager d'un train Paris-Lyon, les événements départ de Paris à midi et arrivée à Lyon à 14 h se passent au même endroit, là où ils se trouvent, avec 2 heures de décalage. Cette interprétation du trait entre deux événements est purement physique. Elle est indépendante de la longueur choisie pour représenter une minute. Le résultat est toujours une distance nulle et un intervalle de temps. Et c'est la définition de la distance entre deux événements, le temps mis par un observateur qui se déplace en ligne droite à vitesse constante et qui vit les deux événements. Autrement dit, l'intervalle de temps mesuré dans le référentiel inertiel dans lequel ces deux événements sont situés au même endroit. Selon cette définition, la distance entre la conquête de la Lune et les Jeux Olympiques de Rio est de 47 ans. C'est le point de vue d'un escargot extraterrestre qui mettrait 47 ans pour aller de la Lune à la Terre. Il nous reste cependant un petit problème. Il n'est pas possible de voyager entre deux événements simultanés car il faudrait une vitesse infinie. Mais est-ce vraiment un problème? N'oublions pas que ce qu'on veut, c'est mesurer la distance entre deux événements. Et si on parle de deux événements simultanés, on sait qu'ils sont situés sur une même photographie d'espace. Mesurer la distance entre eux est alors une question simple qui se résout avec un mètre. Quelle est la distance entre deux événements? Il y a deux unités de mesure, soit les événements sont simultanés et dans ce cas on mesure la distance en mètres, soit les deux événements ne sont pas simultanés, dans ce cas on mesure la distance en secondes. Revenons à notre étrange rotation spatio-temporelle. Les événements restent sur le même plan de simultanéité lorsqu'on change de référentiel. Visuellement, on a l'impression que la distance avec le centre évolue, mais on vient de voir que la distance était seulement l'intervalle de temps entre les deux événements. Autrement dit, en restant dans ce plan, les événements restent à la même distance, exactement comme avec une rotation. Dans une rotation classique, les points se déplacent le long d'un cercle d'autant plus grand qu'ils sont éloignés du centre. Géométriquement, on dit qu'une rotation transforme l'espace. Une rotation est une transformation géométrique de l'espace. Le changement de référentiel est aussi une transformation géométrique de l'espace-temps. Elle ressemble à une rotation. Les axes tournent, mais les événements se déplacent en ligne droite. Cette translation est d'autant plus importante que les événements sont éloignés du centre. Cette transformation ressemble à une rotation, mais ce n'en est pas une. On l'appelle transformation de Lorentz, en hommage au physicien hollandais Hendrik Anton Lorentz, qui a découvert les formules mathématiques de cette transformation géométrique. Nous nous sommes aujourd'hui limités à l'espace-temps de Newton, dans lequel le temps est absolu et la vitesse de la lumière ne joue pas un rôle particulier. Ce n'est plus le cas avec l'espace relativiste d'Einstein. Quelles sont les conséquences sur la transformation de Lorentz? C'est ce que nous verrons lors de notre prochaine vidéo. À bientôt.